Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a plusieurs sujets sur la palette à aborder. Il faut que je fasse ça quand même assez vite. Donc, je vais essayer d'être assez concis dans mes dires parce que je dois aller m'entraîner dans la chaleur, faire 4600 mètres all out. Ça va être assez dégueulasse. Surtout avec la chaleur ces jours-ci, c'est vraiment c'est assez pénible. On a essayé, c'était moi, Perry, Philvio Dupuis, Simon Lambert-Lemay, une petite gang, on voulait faire un progressif de 25-30 kilos, commencer ça à 3,50, finir ça autour de 3,15 hier. Puis c'était impossible. On a commencé, puis après ça, on a tout droppé. Perry a duré quand même, je pense, 16 km. Moi, il a fallu que j'arrête, je surchauffais complètement. L'entraînement en chaleur ces temps-ci, je sais qu'il y a des bénéfices selon les études, mais c'est assez pénible. Puis je me demande il est où le trade-off des fois de est-ce que c'est vraiment si bénéfique si je suis pas capable de compléter mes entraînements. C'est dur à dire. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça va certaines personnes, ça les empêche de sortir, s'entraîner s'il fait vraiment trop chaud parce qu'ils ont peur de faire un coup de chaleur. Avec raison quand même d'avoir cette peur, surtout si vous êtes une personne plus âgée ou si juste vous êtes plus à risque, vous êtes facilement étourdi quand il fait chaud. Ouais, on parle souvent des bénéfices dans les études, des études qui sont faites dans souvent je pense que c'est des athlètes qui font des entraînements dans des saunas ou des choses comme ça. Mais c'est dur de dire est-ce que il va vraiment y avoir un bénéfice si ça nous empêche de faire l'entraînement. Assez pénible, mais bon, il faut essayer de pousser. On va voir ce que ça va donner ce soir. Puis j'espère que ça va donner, que ça va porter fruit dans les prochaines courses. Ça va être un sujet aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Les courses, on a eu des messages positifs dans les dernières semaines que les courses pourraient revenir bientôt. Daniel Lequin vient de tout juste sortir un article il y a quelques jours. On va couvrir ça. Euh, mais avant ça, on a la grosse nouvelle. On a Mohamed Ahmed, qui on surnomme Mohamed. Euh, il a fait un nouveau record canadien, puis c'est pas simplement fait un record canadien, il a fracassé son propre record canadien. Je sais pas combien de fois il a battu son propre record. Je sais qu'avant, je suis pas mal sûr que c'était déjà lui le détenteur du record canadien quand c'était au-dessus de 13. Là, je pense que c'est l'année passée ou dans les 2 dernières années, il est allé sous 13 minutes. Premier Canadien à aller sous 13. Il a abaissé le record à 12,58. Et là, il a complètement défoncé. Maintenant, le nouveau record est de 12,47,20. Donc, il est allé chercher 11 secondes pour ce nouveau record. C'est incroyablement rapide. Et on va regarder sa course à la fin du vidéo. Je garde ça pour la fin au cas où il y a des personnes qui ne sont pas intéressées d'entendre mes commentaires sur sa course. Surtout si vous êtes en audio, peut-être si vous voulez si vous êtes de pas avoir l'image. Si vous êtes en train de courir en ce moment puis que ça vous tente de regarder le vidéo à la maison, je garde ça pour la fin pour pas que vous ayez à skipper à travers l'épisode puis essayer de retrouver la partie que j'en parle plus. Donc on va regarder ça ensemble à la fin. Je dirai des petites anecdotes de quand j'ai couru avec lui et tout ça. Puis on peut le voir dans le vidéo. Vous pouvez voir sa power pose. C'est lui qui est complètement à droite. Les mains sur les hanches. Vraiment les jambes écartées. Qui est un truc que j'aime bien faire. Moi. En tout cas, on va. C'est pour te mettre en confiance vraiment. Puis ce que ça prend, surtout quand tu t'apprêtes à essayer de faire un nouveau record national. Puis lui-même, je pense qu'il a dit dans une entrevue au début, il était très stressé. Mais finalement, ça a porté fruit. Donc on va couvrir ça un petit peu plus loin. Puis aussi, je veux pas l'oublier de le mentionner, donc je vais le mentionner tout de suite. C'est un peu triste pour elle, parce que ça a un peu passé dans le beurre, étant donné que Mohamed, son record est, d'un, il est canadien. Donc, nous, ici, ça nous intéresse un petit peu plus que les Américains. Et aussi, c'est énorme parce que ça le place dans le top 10 de tous les temps. Donc, devant lui,
On va aller, j'avais vu ça ici, on peut voir, donc il est maintenant dans le top 10. Je sais pas si c'est une course, si c'était vraiment officiel. Je suis pas mal sûr que c'est officiel parce que sinon je vois pas pourquoi il aurait essayé de battre un record si c'était pour ne pas être officiel. Sans la preuve du contraire, c'est bien officiel. Et si on regarde devant lui, c'est un commentaire qu'Alexis Lavoie-Gilbert a fait sur Facebook que j'ai vu. Il a dit c'est le seul non éthiopien ou non kénien à être dans le top 10. Donc si on regarde devant Kenenisa Bekele qui a le record du monde qui tient toujours, ça date de 2004, quand même assez vieux comme record, de 12,37,35. Gebre Selassie, une légende de la course. Lui, il l'a fait en 98, 12,39. Daniel Kogman, là, c'était deux Éthiopiens, un Kenyan en 97. Barrega, qui était, il a fait toute une performance, quatrième meilleur temps de 12,43. Il a fait ça en 2018. Puis après ça, on a même Kipchoge qui fait partie de ça parce que Kipchoge, pour ceux qui ne le savaient pas, avant il courait du 5000 mètres. Puis il était très rapide, il a fait un 12,46,53 en 2004. Donc il est pas seulement bon au marathon. Aujourd'hui, c'est là-dedans qu'il se spécialise. Puis c'est pour ça qu'il est reconnu, étant donné qu'il a le record du monde. Euh, ouais, je suis pas mal sûr qu'il l'a encore. Et qu'il a fait le sub 2. C'est ça. Kejel Shah aussi, il avait fait les nouvelles quand il avait fait ce temps-là en 2018. Et voilà, puis en dixième, Mohamed Ahmed, de nationalité canadienne. Il est originairement de la Somalie, et puis c'est à 11 ans qu'il est venu au Canada et qu'il a adopté la citoyenneté canadienne pas longtemps après. Un petit peu comme Mo Farah, c'est drôle, on dirait les mots, c'est du monde qui viennent d'un autre pays puis qui vont ensuite courir pour leur pays. Mo Farah qui lui représente la Grande-Bretagne, mais je sais pas s'il était, je suis pas mal sûr qu'il est éthiopien, d'origine éthiopienne ou kenyane. On va juste regarder ça. Euh, Origins. De Somalie aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc, des deux coureurs, la Somalie qui est un pays, je pense, qui a beaucoup je sais pas si c'est du terrorisme, en tout cas, on connaît l'histoire des pirates somaliens, là, le fameux stéréotype. Mais dans le fond, fait que deux coureurs, c'est deux coureurs somaliens, un qui court pour le Canada, Mohamed Ahmed, et Mo Farah pour les Britanniques. Mo Farah qui est, j'en ai déjà parlé, c'est déjà une légende avec quand il a fait des doublés aux Jeux Olympiques en 10 000 mètres puis 5 000 mètres, ce qui est vraiment tout un exploit. Puis je pense qu'il l'a fait plus qu'une fois. Mais très intéressant. Je savais pas que lui aussi était d'origine somalienne. Donc, très intéressant. On va maintenant poursuivre. Ah, mais ce que je voulais dire, dans le fond, il y a aussi eu un record américain, et en fait même nord-américain, fait par Shelby Julian, qui a fait un temps de 14,23,92. Donc, c'est assez impressionnant. Et ça a été un peu éclipsé par la performance par la suite de Mohamed Ahmed. Il est très, très, très fort. 12e meilleure performance de tous les temps overall. Meilleure performance américaine et partout en Amérique du Nord aussi. J'ai regardé, j'étais curieux parce que je sais que mon record personnel est un peu meilleur que ça. Fait que je voulais juste comparer. Je voulais comparer avec la meilleure au monde. La meilleure au monde, c'est Tirunesh Dibaba qui a fait 14,11,15. Et elle est plus rapide que moi. Moi, mon record personnel, c'est 14,12,84. Donc, un objectif que je me suis mis, je me suis dit, ce serait le fun à un moment donné d'abaisser mon PB pour être meilleur que la recordman mondiale féminine. Mais pour l'instant, je me fais battre par elle. Un petit objectif à essayer de me donner pour le futur, si je peux toujours m'améliorer aux 5000 mètres. À voir, mais en tout cas, si je veux améliorer mon marathon, ce serait pas mauvais non plus si je suis capable d'améliorer mon 5000 mètres. Donc, félicitations aussi à Shelby Olean, mais vraiment Mohamed qui a volé
la vedette avec sa grosse performance. Ensuite, maintenant, on va parler Carouge. J'avais eu parlé que j'avais eu un témoignage d'une personne qui s'était fait attaquer par des carouges, mais là j'en ai eu plusieurs. J'ai Edith Savard qui m'a écrit sur Instagram pour me parler de une de ses mésaventures avec les carouges, qui est une athlète qui court avec Doris. Et elle dit j'étais vraiment contente de t'entendre parler des attaques de carouge à épaulettes. J'ai été attaqué solide il y a 3 ans pour la première fois. L'horreur, je courais sur l'heure du lunch le long du canal côté sud, près de la brasserie Les 4 Origines. En passant sous le pont qui est là, je me suis fait attaquer la tête au sortir du Dupont. Un vrai moment de The Birds à la Hitchcock, ça c'est drôle. À chaque fois que je mentionne les carouges, tout le temps les gens me font une mention de ce film-là. Donc il va falloir que je l'écoute, j'ai pas encore écouté. Puis je suis quand même pas pire cinéphile. L'oiseau maudit s'est pris les pattes dans le haut de ma couette de cheval. J'ai hurlé ma vie, quel choc. Et un itinérant complètement ivre s'est mis à rire de moi devant cette scène surréelle. Puis je veux dire, je pense pas qu'il faut. T'as besoin d'être itinérant ivre pour rire de ça. Je pense que c'est très drôle en soi. J'aurais probablement ri moi aussi. Mais je comprends en même temps que c'est pas le fun quand c'est toi qui te le fais faire. Ok, j'en beurre épais, mais l'oiseau est quand même resté un gros 10 secondes dans mes cheveux. Donc, imagine quand même un oiseau qui te picosse la tête puis qui s'agrippe après ta queue de cheval pendant 10 secondes. On dirait qu'il était pris là et j'en suis ressorti décoiffé et tremblante. Depuis ce temps, je mets mes mains sur la tête quand je passe là. Freaky. Ouais, moi aussi, moi j'ai toujours mes poings prêts à les repousser. Freaky. Récemment, j'étais au bout du parc René Lévesque à vélo et en prenant une pause sur un banc, un carouge est venu attaquer ma collation de pois chiches séchés et salés. Bref, j'avais lu que ces oiseaux s'attaquaient pour protéger leurs petits, mais dans ce cas-ci, l'oiseau voulait manger ma nourriture. Bref, j'ai peur d'eux et il y en a plein sur la voie maritime, mais j'ai tendance à y aller pour rouler en vélo et j'ai mon casque. Et oui, dans les articles, j'ai lu des articles récemment, puis il y en avait qui disaient, des chercheurs qui disaient que les carouges faisaient ça pour protéger leurs enfants, mais je suis quand même un peu sceptique, parce que des fois j'ai l'impression, en tout cas, des fois j'ai l'impression qu'ils font juste ça comme c'est comme leur façon de se divertir. Je sais que les animaux, peut-être, je sais pas s'ils ont ce niveau cognitif qui peuvent juste attaquer juste pour s'amuser, puis pour peut-être essayer de voler de la bouffe. Mais en tout cas, les chats font ça. Les chats, ben, ils chassent un peu pour leur plaisir. Donc, je me demande si c'est pas une espèce de mécanisme ces oiseaux-là ont juste développé à travers le temps, qu'ils aiment ça. Nous énerver. On va regarder des articles là-dessus. Bref, je suis aussi la proie de Carouge. Et là, elle partage un article. Attention aux attaques de ces oiseaux, les carouges à épaulettes. Puis il y a une quote dans cet article qui date de 2010. Attends, on va lire un peu jusqu'à temps. Oui, là, la quote. Bon. Ils volent en rase-motte tout près de votre tête sans prévenir et peuvent même vous becqueter alors que vous marchez tout bonnement près du lac Ontario à Toronto. Cette année, la ville a même installé des panneaux dans différents parcs riverains pour avertir les passants du comportement potentiellement agressif des carouges à épaulettes. Puis là, on a une quote, j'adore. Ils sont très vicieux. Ils foncent droit vers nous. Ils m'ont becqueté quelques fois. Maureen Dula. Un article qui parle c'est ça, du phénomène des carouges à Toronto, mais c'est pas juste à Toronto. Là, ça dit protéger leur nid. Ils ne font que protéger leurs petits dans leur nid à proximité contre ce qu'ils perçoivent être des menaces, explique le président de l'organisme Études d'oiseaux Canada, Stephen Price. Il affirme ça, puis en tout cas, je veux pas trop contredire, mais je suis un peu. Suis un petit peu sceptique. Parce que en tout cas, bon, peut-être. Puis aussi, chose intéressante, Edith qui disait qu'elle s'était fait attaquer en passant en bas d'un pont. J'ai l'impression que ces oiseaux-là aiment les ponts pour faire leur nid parce que c'est ça, la semaine passée, j'avais parlé. J'avais un autre témoignage d'une personne qui disait en dessous du pont Mercier aussi qu'il y avait beaucoup d'attaques de carouges. Je l'ai moi-même constaté. C'est là souvent que je me suis fait attaquer quand je courais.
Un autre article, celui-là qui m'a été partagé par Jean-Pascal Voyer, la personne de la dernière fois, qui m'avait parlé de son témoignage à Carouge. La quiétude habituelle du parc Jarry, l'un des parcs préférés des Montréalais, situé dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc en extension, est troublé depuis quelques jours par un oiseau particulièrement agressif qui s'en prend à quiconque s'approche trop près du bosquet où sa femelle a niché. Ce carouge à épaulettes mâles qu'on reconnaît aux deux taches rouges qui prennent la forme d'épaulettes lorsqu'il prend une attitude d'intimidation, défend son territoire avec un zèle redoutable, comme a fait fois cette vidéo. Donc on va juste regarder la vidéo parce que c'est quand même drôle. Ça date de 2013, donc je pense qu'il n'est plus là, l'oiseau qui faisait la loi au parc Jarry. Mais c'est quand même drôle. Oh! Vous voyez, là, il picosse, là. Ceux qui regardent la vidéo. Ah, pas il picosse. Assez sauvage. Si jamais vous recherchez cette vidéo, allez sur YouTube, les oiseaux attaquent au parc Jarry avec une musique dramatique, des gens qui se font casser la tête. Donc, on va couper ça là pour pas trop abuser de cette vidéo, mais assez très bon contenu. Et ça dit, l'été dernier, le même problème s'était présenté le long du canal Rideau à Ottawa. Selon un reportage de la CBC, les oiseaux semblaient particulièrement attisés par les joggers portant une queue de cheval. Donc, si vous êtes une joggers à queue de cheval, vous êtes quand même très à risque. Donc, j'avais cet article-là. Je pense qu'il y en avait d'autres aussi que je voulais. Non, je vais continuer. Euh, Là, j'ai demandé si je pouvais partager son témoignage. Elle m'a dit oui par la suite. Euh, voilà, je savais pas qu'il sévissait au parc Jarry. Donc là, ouais, je pense qu'il ne sévisse plus au parc Jarry. Il y a aussi un autre constat d'Edith Savard. Elle m'a dit les abreuvoirs des parcs de Montréal fonctionnent maintenant, mais pas ceux installés le long du canal, car c'est Parc Canada qui gère ça. Pas fort avec le mercure qui grimpe à plus de 30 tous les jours ou presque. Faut être un chameau ou porter des bouteilles à la taille. Je déteste cela. Je suis donc un chameau, mais j'avoue que j'en arrache. Je pense que c'est un camelback dans le fond, mais j'avoue que j'en arrache quand je cours plus de 15 km en mode canicule. Soit ça ou soit qu'elle accumule, qu'elle fait juste toffer sans eau. Mais oui, tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est très frustrant, un peu irresponsable de Parc Canada de ne pas ouvrir leur fontaine. Je comprends qu'il y a la COVID, mais euh, selon moi, on le sait quand on sort, on va essayer de ne pas mettre nos mains dans le visage si on touche à des affaires. Puis je pense que le risque de faire un coup de chaleur si on peut pas se rafraîchir, si on peut pas boire d'eau, c'est quand même assez élevé. Donc je trouve pas ça cool. Vraiment pas. Et même par Canada, c'est aussi. J'ai jasé avec Phil Vieux-Dupuis, puis il me disait ouais, c'est aussi par Canada qui gère. C'est eux qui gèrent tout le canal La Chine, toute la piste cyclable là. Et c'est pour ça que à La Chine, la salle, tout le long du bord de l'eau, c'est tout déneigé souvent. C'est déneigé par les villes de La Chine, les villes de la salle. Mais le canal La Chine, qui est géré par Parc Canada, n'est pas déneigé. Fait que si tu veux faire du transport actif, tant mieux si tu es sur le bord de l'eau, si tu es à la Chine, whatever. Mais par Canada, que leur job, c'est un peu de promouvoir promouvoir la nature, mais ben, on est un peu avec la nature si on veut quand on est sur le long du canal de la Chine. Puis juste promouvoir l'utilisation de leurs installations et de faire de l'activité physique, surtout pour garder la population active. Ben là, ils font pas cet effort de déneiger ça. Je sais que c'est de la job, mais selon moi, il y aurait beaucoup de gens qui l'utiliseraient. Moi, je sais que dans le temps, euh,
je pense que dans le temps, je l'aurais utilisé si je pouvais. En fait, justement, quand je travaillais à l'école où j'ai travaillé tout au long de la dernière année, dans le temps que j'étais sur le plateau, j'ai dû utiliser mon auto parce que ça serait pas déneigé. Donc, si c'était déneigé, j'aurais peut-être pu juste le faire en vélo. Ça, c'était un petit peu long, mais ça se fait. Puis, mais mettons que je suis une personne qui courait pas, là, définitivement, c'est sûr à 100%, je le ferai en vélo à chaque fois. Là, c'est sûr, c'est un peu dur avec l'entraînement, mais vraiment très décevant. Là, elle m'a donné une petite update pour dire que les abreuvoirs de Parc Canada sont ouverts entre Saint-Henri et le Vieux-Montréal, mais pas les toilettes. Donc, ça, c'est le fun. Parce que des fois, en tout cas, des fois, c'est le fun d'avoir des toilettes quand tu cours et que tu en as besoin. Donc, à ces endroits-là, c'est ouvert, mais moi, je peux dire, j'ai été, je pense que c'était un petit peu en bas de Saint-Henri, mais c'est ça, entre Atwater et jusqu'à en bas du canal La Chine, donc à la Chine. Personnellement, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a une petite affaire tout de suite après Atwater. Mais à Atwater, c'était fermé. Ça, c'est une grosse déception. Je sais qu'il y avait des abreuvoirs là qui fonctionnaient dans le passé qui l'étaient pas. Et qui fonctionnaient pas maintenant. Et tout, plus bas, en tout cas, juste une petite affaire plus bas, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc c'est vraiment décevant. Ça serait le fun qu'il y ait de quoi qui se fasse pour un organisme que leur job, c'est un peu de oui, c'est de protéger la nature et d'encourager, de faciliter l'accès à la nature, mais aussi, je pense que c'est un peu leur mission de permettre à la population d'être active, de mener un mode de vie actif. Puis, c'est ça. Une piste cyclable, c'est un petit peu de la nature, si on veut. Si c'est eux qui gèrent ça, je pense que c'est considéré comme un parc, cette piste cyclable, ben, faciliter l'accès à ça au courant de l'année. Donc, c'est cela qui couvre cela. Ah oui, il y avait une autre vidéo qui m'a été partagée, encore une fois, par Jean-Pascal Voyer. C'était vraiment drôle, celui-là aussi. Donc, Angry Birds has taken on a whole new meaning on Parliament Hill these days, and it has nothing to do with the video game. That bird was intent on attacking me and keeping me from my meeting at the House. A territorial red-winged black bird is dive-bombing anyone who passes by. What does it feel like? Just getting whack, that's all. They just slam into you. He swoops from lamppost to lamppost, fiercely protecting a 10-meter spread near his nest. He'll usually target single people walking by him, and then he just dives down, catches them in the pense que c'est vrai ce back qu'ils or in the disent, back of attaquent the head, les gives gens a qui sont little tout tap, seuls and then flies plus off souvent. again. It doesn't matter if you're a man, woman, groupe, or ça even m'est a rarement arrivé de me high-profile faire attaquer. politician. Even MPs have been hit. I've seen a few of them get targeted, though the bird seems to be non-partisan. He goes after everyone. It doesn't matter what party they come from. We called in a bird expert to witness the attacks for himself. So the behavior that's happening right now is a mobbing behavior. Tony Beck says someone must have gotten on this bird's bad side. Donc celui-là, normally it's hawks, foxes, any kind of natural predator, but for some reason this individual has interpreted people as a threat. donc cet expert-là, il dit que l'oiseau il est juste fâché un peu. Il a dû se... Driver tends to strike when you're... Even I couldn't record my own camera in order to finish this story. Donc, il dit qu'il a dû se faire, il a dû se faire attaquer par le passé ou quoi. Il a identifié les humains comme étant dangereux. Puis c'est pour ça qu'il les attaque. Donc, de celui-là, en tout cas, ça a l'air que c'était pas pour protéger ses enfants, que c'était juste qu'il aime pas les humains, puis il les picosse par vengeance. Donc, c'est ça qu'il a dit quand il a dit must have gotten on, somebody must have gone on his bad side ou quelque chose du genre. Donc, c'est cela. Donc, selon moi, c'est des oiseaux un peu vicieux. Peut-être c'est pas toutes. Peut-être qu'il y en a plusieurs que c'est par réflexe pour protéger leurs enfants. Mais je suis un peu sceptique. Donc, c'est cela. J'ai jasé aussi de l'entraînement par la chaleur. J'espère que ça va bien de votre côté et que vous continuez à travers. Une chose qui est importante à noter, c'est que le plus gros danger avec la chaleur, c'est pas la déshydratation, mais c'est vraiment de surchauffer.
Mourir déshydraté, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment être déshydraté pour mourir de la déshydratation. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais disons entre 80 et 95% des cas, mettons dans les marathons ou toutes les courses, c'est des gens qui ont fait un coup de chaleur, qui sont évanouis, puis là ils se sont fait ramasser puis envoyés à la tente. J'avais un ami, un coéquipier, Daniel Kelly, c'est ça qui est arrivé, il courait, puis là tout d'un coup il se souvient plus de rien, puis je pense qu'il s'hydratait quand même pas pire, puis là tout d'un coup c'était juste trop, il a surchauffé, il s'est réveillé dans une tente. C'est ça qui arrive à la majorité des gens, donc priorisez vraiment de vous refroidir, puis comment faire ça? Mettez-vous de l'eau dans le cou puis sur la tête. Je pense qu'il y avait une étude qui était sortie qui montrait que c'était plus efficace pour réduire ta température interne de te mettre de l'eau sur la tête ou dans le cou que de la boire. Donc, dans une course, c'était une étude quand même assez rigoureuse qui avait trouvé ça. Donc, essayez de faire un peu des deux si vous arrêtez à une fontaine. Buvez un peu, mais aussi, un truc que j'aime beaucoup faire, j'en mets sur ma casquette. De même, ça garde l'eau froide qui rafraîchit la tête pendant un bon petit bout. Puis mettez-vous dans le cou un peu partout pour bien vous rafraîchir. Parce que le danger, c'est pas la déshydratation. Le danger, c'est vraiment de surchauffer. Donc, faites attention à vous dans ces vagues de chaleur. Je pense qu'il y en a encore pour un petit bout, mais on croise les doigts que ça finisse relativement bientôt. Maintenant, Doris Langlois est maintenant entraîneur-chef des Piranhas de l'ETS en cross-country. Et aussi nouvelle, l'ETS c'est une équipe de cross-country, je ne savais même pas, peut-être que ça a été formé nouvellement cette année, je suis pas mal sûr, parce que je les ai jamais vus, je les avais pas vus avant ça sur le circuit universitaire. Il arrive peut-être avec un mauvais timing en ce moment avec la COVID qui fait qu'il y a comme pas vraiment de course universitaire, en tout cas du moins c'est l'impression qu'on a. Puis sur ce sujet, j'ai une source qui m'a dit, je me souviens même plus c'est lesquelles, donc je citerai pas la source, puis j'ai pas demandé si je pouvais la quoter non plus, donc peu importe, mais j'ai entendu dire qu'il y aura une seule course, donc il y aura du cross-country universitaire cet automne, mais qu'il y aura juste une course, puis ça sera les championnats provinciaux. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Je sais pas, les nouvelles changent à chaque jour. Mais selon moi, c'est quand même une solution assez logique, étant donné que tout d'abord, toutes les compétitions avant les championnats québécois de cross-country servent pas mal à rien à part se préparer pour les championnats. Il n'y a pas de classement avant ça qui a un impact sur la course qui va faire que telle équipe va commencer devant telle équipe. Non, toutes les équipes commencent au même endroit à la ligne de départ. Puis tout se décide la journée des championnats. C'est pas comme tous les autres sports où est-ce que là, mettons, si on regarde la LNH, là, tu as un classement selon les équipes qui ont le plus de victoires. Puis là, l'équipe qui a le plus de victoires dans telle association fera face à la 8e meilleure équipe. Donc, une équipe en théorie plus poche. Puis là, comme ça, tu as une meilleure chance. Il n'y a rien de ça en cross-country. C'est juste aux provinciaux, il faut bien faire. Puis tu peux avoir eu la pire saison avant, puis tu pourrais avoir une bonne course là. Donc, selon moi, ça fait du sens. De même, tu minimises les contacts et les mélanges entre des personnes de différentes régions. Mais tu as au moins une course. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Je sais pas, mais j'ai entendu dire ça. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Et félicitations à Doris, donc, qui est maintenant entraîneur de l'UQAM et de l'ETS, qui sont étroitement liés. Donc, c'est pas surprenant, c'est pas une traîtrise ou rien. Là. Ces deux équipes, je pense qu'ils s'entraînent ensemble. En tout cas, Pierre-Loup, je suis pas mal sûr, pendant un bon petit bout, il s'entraînait avec des gars de l'UQAM. Maintenant, il était déjà sous Doris. Puis Pierre-Loup Biérot, qui est un étudiant à l'ETS, du moins il l'était, je pense qu'il l'est encore. Donc, félicitations. C'est cela. Nouvelle toute fraîche, le marathon de Chicago est annulé.
Donc, ça vient tout juste de sortir. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas du tout. Et en fait, c'est pas du tout surprenant. Et il y a certains qui ont fait des liens avec Toronto, qui est censé être à peu près en même temps. Moi, je vous le dis, Toronto, ça va être annulé. Je suis à peu près sûr. Donc, ne faites pas de plans pour ça. Si vous faites des plans que c'est des plans de backup de si Toronto, qu'est-ce que vous allez faire si ça n'a pas lieu. Parce que je suis à peu près sûr que ça n'aura pas lieu. Donc, c'était pas une surprise. Et parlant, c'est ça, de courses annulées, j'avais jasé précédemment que Montréal était comme annulé, mais pas officiellement. Là, ça a encore été confirmé dans un article. C'est ça, ça dit que ça n'a pas lieu, mais l'organisation, jusqu'à présent, a pas dit que ça n'avait pas lieu ou a pas fait un gros statement officiel. Donc, je trouve ça vraiment étrange. Peut-être que s'ils l'ont fait et que je l'ai juste pas vu, ça a passé dans le beurre, mais je pense que j'aurais vu une couple de posts Facebook dans mon feed de gens qui disaient bon, Montréal est finalement annulé. Il y avait plusieurs personnes qui disaient que c'est le cas, puis je sais pas, on l'a toujours pas vu. On l'a toujours pas vu de statement officiel de ce que j'ai vu. Mais c'est dans un article justement qui parlait, un autre article sur le rapport de la coroner, mais cette fois-ci, c'est une personne qui a fait les techniques de réanimation sur Patrick Neely, le coureur qui est mort au Marathon de Montréal. C'est Adrienne Poitras, étudiante au doctorat de premier cycle en médecine. Donc, elle était proche, près de l'incident quand ça a eu lieu, puis là, elle a pris la relève sur la personne qui avait commencé les techniques de réanimation. Et elle a finalement sorti de son silence. Jusqu'à présent, elle n'avait pas fait de commentaire. Elle disait on va attendre de voir le rapport du coroner. Et là, dans cet article qui est sorti dans la presse il y a quelques jours, elle dit j'espère que ça va pas que ça va pas passer dans le beurre puis que ça va juste être dit comme étant une mort imprévisible, parce que selon elle et selon le rapport du coroner, c'était quand même... On ne peut pas savoir si ça aurait sauvé la vie de l'athlète, d'avoir le défibrillateur plus vite. Des fois, ça ne fonctionne juste pas, mais on sait que ses chances étaient à peu près nulles en l'ayant seulement 10 minutes plus tard. Puis elle relate un peu son histoire. Je vais vous laisser lire si jamais vous voulez lire. Faites juste googler le titre « Marathon de Montréal, il ne faut pas qu'on mette le rapport sur la glace ». Puis elle raconte comment elle, ça l'a un peu traumatisé parce qu'au début, elle savait pas elle connaissait pas, mais elle a découvert après qu'elle avait beaucoup d'amis en commun avec cette personne-là. Puis là, après ça, elle dit qu'elle a souffert d'insomnie. Parce que imaginez, là, vous passez 10 minutes. Le temps passe tellement lentement, c'est tellement interminable quand. J'imagine, j'ai jamais fait, mais quand tu es en train de réanimer quelqu'un, puis t'es stressé, puis tu fais tout pour sauver cette personne-là, puis c'est quand même forçant. Et de faire ça pendant 10 minutes, le temps doit passer tellement lentement, puis au final, la personne est morte sous ses techniques de réanimation, juste parce que ça n'a pas fonctionné, parce que ça prend un défibrillateur. Fait qu'imaginez un peu, elle dit qu'elle avait beaucoup de misère à dormir après. Elle dit, je me demandais tout le temps ce qu'on aurait pu faire de plus pour lui sauver la vie. Puis d'avoir... elle aurait pu rien faire, mais d'avoir un défibrillateur, ça aurait changé les choses. Puis le défibrillateur était là. Il était à même pas 1 ou 2 minutes de distance. Et c'est juste que c'était un gros cafouillage parce que des problèmes de communication. Mais bref, très très triste pour elle, très triste pour la personne qui est décédée aussi évidemment, mais elle espère que ça va pas être un décès parmi tant d'autres. Puis c'est aussi mentionné dans cet article-là justement que le marathon n'a pas lieu, si je me trompe pas. Ouais, ça dit à cause de la pandémie, le marathon de Montréal n'aura pas lieu cette année. Donc, encore une fois, c'est indiqué dans un article que ça n'aura pas lieu, mais du moins personnellement, j'ai pas encore vu le statement de Rock'n'Roll qui disait ça. Donc, très, très étrange. Peut-être que c'est juste moi qui est mal informé. Envoyez-moi si jamais
vous avez vu un statement officiel de l'organisation du Marathon de Montréal. Mais pour l'instant, je trouve ça étrange de rien avoir vu. Maintenant, on va aller à un article de Daniel Lequin que j'ai vu partager sur Facebook et qui m'a été partagé aussi par, je crois que c'était Gabriel Robillard, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on va regarder cet article de Daniel Lequin. Dans le fond, il mentionne Hourra, l'espoir renaît pour cet automne. Donc, il semble y avoir de l'espoir. Ça, c'était sorti jeudi passé. Là, je ne sais plus si c'est vraiment le cas. Là, il disait que, dans le fond, Éric Fleury, qui est le responsable des courses thématiques, avait reçu le dernier communiqué par la direction du sport et de l'activité physique du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Et ça donnait le feu vert pour avoir des événements de course à pied d'ici fin 2020. Donc, je cite l'article en ce moment. Et il n'y avait pas, on ne parle aucunement d'un nombre limite de participants. Toutefois, il faut d'un qu'il se décide rapidement, puis il faut respecter les règles, soit permettre la distanciation physique de 2 mètres, s'assurer que les mesures d'hygiène de base telles que le lavage des mains sont prévues et accessibles, éviter dans la mesure du possible tout contact et idéalement prévoir des activités à l'extérieur, y compris l'accueil, l'inscription, remise des prix, etc. Donc, c'est toutes des choses qui sont relativement faisables. La seule affaire, c'est permettre la distanciation physique de 2 mètres. Oui, il faut que tu puisses la permettre à tes participants, mais là, il y a beaucoup de gens qui argumentent sur comment est-ce qu'on devrait faire ça. Il y a des courses qui sont organisées en ce moment de style. Là, il y a les courses virtuelles, évidemment. Il y a aussi des courses un peu style time trial, que les gens partent à différents moments. Et on en a une que je vais justement couvrir, que ça m'a été envoyé aussi par Gabriel Robillard hier ou avant-hier. Puis je planifiais déjà couvrir ça aussi. Je vais juste ressortir ça. C'est une course qui s'appelle On court Montréal. C'est organisé par les événements TreeCon. Ça a lieu le 18 juillet et le 22 août 2020. Je pense que la limite d'inscription, c'est jusqu'au 16 juillet maintenant. Donc je pense que c'était initialement censé être jusqu'au 14, puis là on repoussé un petit peu. 16 juillet à 17h. Donc vous aurez un peu de temps si jamais vous voulez vous inscrire à ça. C'est 25$ pour le 5 km, 35$ pour le 10. Puis vous pouvez vous inscrire en groupe pour pouvoir partir en groupe ensemble. Puis en gros, le fonctionnement, ça se fait sur le circuit Gilles Villeneuve, je crois, au parc Jean-Drapeau, île Notre-Dame. C'est ça, il faut ça. Dans le fond, ils vont envoyer une heure de départ à chaque participant ou chaque groupe de participants. Ils vont envoyer ça par courriel. Il faut respecter l'heure, donc en arrivant pas plus qu'une heure avant l'heure qu'on vous dit d'arriver. Ça a l'air qu'il y a même un demi-marathon. Ouais, il y a même un demi-marathon. Donc, bon à savoir. Il y a aussi un demi-marathon si vous jamais voulez faire ça. Mais c'est ça, c'est pas une course typique comme on est habitué qu'on part tous ensemble, évidemment. Mais c'est pas non plus une course avec départ par vague, comme moi j'espère qu'on aura bientôt. Parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir cet aspect-là d'être challengé par d'autres personnes. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ce besoin-là, mais je pense du moins au niveau élite, quand on est déjà près de nos limites, on se repousse beaucoup, puis c'est très dur de faire des records personnels. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui a ce besoin-là. Je pense pas que cet événement-là vise nécessairement les élites. Je pense pas du tout, en fait. Je pense que ça vise juste n'importe qui veut faire une course qui est officielle, chronométrée. Je trouve que c'est quand même un bon événement. Ça va être intéressant de voir de quoi ça a l'air, mais ici, il y a toutes les choses de base d'un événement. C'est juste que les personnes vont partir à différents moments. Puis je pense qu'ils disent il faut pas courir avec d'autres personnes. Il faut dépasser
rapidement, pas trop rester longtemps dans le sillonnage de quelqu'un. Pas d'agglutination de coureurs, sauf à distance de 2 mètres, le terme qui est utilisé. Donc, ils disent le parcours est suffisamment large, considérant les départs espacés. Puis les groupes pourront acheter un bloc de 10 personnes. Donc, les 10 personnes pourront partir en même temps. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Par contre, un problème, c'est... ça va être tous les départs vont être entre, je pense, 9 et 17 heures. Mais si ton départ est à 9 heures, mettons que c'est pas la même game que si ton départ est à midi sous le soleil plombant ou à 14 heures. Donc, encore une fois, on tombe un peu dans le même problème mettons, quand on avait eu les championnats virtuels canadiens, que certaines personnes étaient à Vancouver dans des conditions idéales, puis tu avais d'autres dans des conditions vraiment pas idéales ici. Donc, ça va être... Je sais pas comment ils vont procéder. Est-ce qu'ils vont mettre... comment ils vont faire pour décider quelle personne va à 9h puis quelle personne va à midi, surtout en juillet, qu'il va faire très chaud. Ça va être intéressant de regarder ça, mais ça a l'air d'être un événement legit. J'avais vu, ils ont l'accréditation bronze de la FQA, la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc c'est un événement quand même legit qui respecte qui respecte les normes de la FQA. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez encore environ 2 jours, dépendamment quand vous écoutez ça, quand vous écoutez cet épisode. Donc ça va être intéressant. Mais donc, pour revenir à l'article de Daniel Lequin, par contre, quelques jours après que ça soit sorti Éric Fleury, qui était mentionné comme étant la source, qui avait dit que le feu vert était ouvert, il a sorti sur Facebook et il a dit que, je pense que c'était à ce moment-là que c'est sorti qu'il y avait plein de cas de COVID dans des parties avec les bars qui sont ouverts et tout ça. Et le problème, c'est que les villes vont être très hésitantes parce qu'il faut quand même avoir l'approbation des villes. Donc, il semblait beaucoup plus pessimiste à ce moment-là. Lui est sorti avec cette affaire-là quelques jours après, je pense le lendemain ou 2 jours après que l'article soit sorti. Donc, ça augure pas si bien que ça finalement. Ça va vraiment dépendre des villes. Et les villes, en ce moment, ils ont beaucoup de pression pour ne pas que ça ait lieu parce que de un, là, ils vont peut-être. Là, il y a des nouveaux règlements pour les bars qui doivent fermer à minuit. T'as plein de règlements parce qu'on prend la COVID au sérieux. Mais là, d'avoir cette affaire-là, d'avoir un événement de course, je pense que pour bien des villes, ça va juste être un trouble de trop. Puis c'est beaucoup plus facile de juste annuler ça. Donc, ça a l'air qu'à cause du comportement des gens qui prenaient pas trop ça au sérieux, puis qui font le party, puis qui se partagent la COVID, ça risque d'être un très hard sell, très difficile à vendre pour les villes. Donc, malheureusement, même si on a les organisations de course qui prennent des mesures, puis qui font tout leur possible pour que ça ait lieu, c'est vraiment pas sûr que ça aura lieu. Donc, c'est une belle nouvelle. C'était une belle nouvelle l'article, mais je pense qu'il faut pas trop se réjouir puis pas trop avoir d'attentes élevées parce que c'est ça, ça va vraiment dépendre des villes et j'ai l'impression que beaucoup de villes qui ne voudront pas se mouiller. On se souvient, la première course qui a été annulée, c'était le 15 km des Pichoux, en tout cas à ce que je sache. J'étais censé y aller, puis là, finalement, je pense que c'était le jeudi avant ou le samedi avant, puis la course était le jeudi ou le vendredi, puis je pense que la course était samedi ou dimanche. Ça avait été... il y avait l'annonce qui était sortie de pas d'événement de plus de 250 personnes. Puis là, le promoteur, la personne qui faisait l'événement voulait quand même que ça ait lieu, mais c'est la ville qui l'a bloqué. Donc, ça n'augure pas super bien. Et
aux gens qui se demandent pourquoi faire une course en ce moment, une espèce de course de style time trial comme l'événement On court Montréal, il y a quand même une bonne raison, en tout cas, qui a été partagée par Alvaro, c'est que c'est un parcours officiel. Votre montre GPS est vraiment pas tant précise. Il a partagé un article là-dessus, Alvaro, 7 erreurs que fait régulièrement votre montre GPS. Et en effet, c'est pas pire précis, mais en soi, il y a quand même une petite erreur intrinsèque du GPS. L'article, si vous jamais voulez le voir, mais écrivez le titre, les 7 erreurs que fait régulièrement votre montre GPS, puis vous googlez ça, puis vous le trouverez. Mais vraiment, une des principales, c'est surtout quand tu tournes, on peut le voir sur l'image ici, puis moi ça m'est arrivé, à chaque fois que je fais une compétition d'athlétisme sur piste, ça me donne un temps beaucoup plus rapide parce que ça surestime dans les courbes. Donc, c'est pour ça que là, on a des super beaux temps qui sortent, puis ça me dit que moi, j'ai supposément un record personnel de quelque chose comme 13,20 ou 13,30 sur 5000 mètres, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est juste la montre GPS qui surestime quand on fait des tournants. Donc, il y a ça. Et aussi, quand il y a des tunnels, des arbres ou des édifices, les immeubles, moi, c'est ça qui m'est arrivé à Toronto. Ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, quand je retournais sur le marathon de Toronto, j'étais sûr que j'étais sur le temps que ça me prenait pour avoir mon statut élite québécois. Puis finalement, c'était à cause des immeubles. Mon GPS surestimait ma distance. Puis à cause de ça, j'ai manqué de 19 secondes. Je ne l'aurais pas eu non plus, je pense pas, si je savais que j'allais plus lentement, mais qui sait. Donc, votre GPS ne donne pas exactement la bonne distance. Donc, d'avoir un parcours mesuré, c'est le fun parce que ça te donne vraiment la vraie distance. Donc, tu peux vraiment savoir que tu vaux ça sur cette distance-là. Et puis aussi, on regarde les championnats canadiens de 10 km qui ont lieu virtuels. Les temps étaient extrêmement rapides. Je sais pas... Ben, c'est sûr que les parcours étaient faits en ligne droite quand même, mais c'est très, très, très rapide. Donc, je sais pas si c'est le GPS des fois qui a une petite erreur de peut-être un petit 100 mètres ou quoi. Parce que c'est ça, c'est des temps quand même assez rapides qui sont sortis. Puis, je cacherai pas que sûrement que le mien aussi était un peu boosté par l'erreur du GPS. Surtout que moi, je faisais 5 tours. Donc là-dedans, j'ai sûrement eu un petit boost là, de peut-être une quarantaine de mètres ou cinquantaine. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, ça, c'est un des gros avantages de faire une course style time trial. Et puis aussi, juste le fait d'avoir de la crowd. C'est sûr ils veulent pas avoir de crowd. Ils disent, tu peux pas arriver plus de 60 minutes avant, puis ils veulent éviter les foules. Mais d'avoir juste du monde qui t'encourage, que ça soit officiel si on veut. Ça peut peut-être aider un peu. Je sais pas à quel point. Je sais que l'aspect compétitif, d'avoir quelqu'un à côté de toi, je trouve que c'est ultra important. Mais il y a quand même plusieurs aspects positifs. Donc je pense que c'est quand même ça a son rôle à jouer. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça. Donc une course le 18 juillet, samedi prochain, si ça vous intéresse, à Montréal, inscrivez-vous. Et donc, juste avant qu'on aille finalement regarder le vidéo de la course de Mohamed, je suis tombé, ça m'a un peu frustré. Donc, j'avais fait un don de 210$ qui était mes recettes Patreon à Black Lives Matter Canada. Je regrette pas tant, mais c'est après que j'ai découvert qu'il y avait la clinique juridique de Saint-Michel qui acceptait les dons. Puis ça, c'est exactement ce que je recherchais comme organisme à qui donner mes recettes. Dans le fond, ça aide vraiment beaucoup sur le plan légal des personnes victimes de profilage racial. C'est ça, ils sont vraiment axés contre le racisme systémique et toutes les interventions policières injustifiées. J'ai tombé sur eux, je les ai recherchés un peu, puis ça a l'air super beau comme organisme.
Donc, ce que je propose, c'est je vais matcher vos dons jusqu'à concurrence, on va dire, de 200$ au total. Donc, si vous faites un don à la clinique juridique de Saint-Michel, puis vous pouvez faire ça sur leur site, soit via PayPal ou même par transfert Interac. Ça, c'est super, les transferts Interac, parce qu'ils n'ont pas de frais, des petits frais de 1% ou 2% de PayPal. Donc, si vous leur faites un don par virement bancaire à l'adresse trésor@cjsm.ca, allez voir sur leur site. Moi, j'avais matché votre don, donc vous m'envoyez une copie du don envoyé et je leur ferai aussi un don à ce montant-là. Donc, c'est le compromis que j'ai trouvé. Avoir découvert cet organisme-là, je l'aurais fait à eux. J'ai rien contre Black Lives Matter Canada, mais eux sont basés à Toronto. Puis moi, je voulais vraiment encourager de quoi de local, mais je trouvais rien que je pouvais facilement donner, puis qui avait l'air parfaitement legit, puis qui acceptait les dons. Puis là, je suis tombé là-dessus en tombant sur un article de la presse. Donc, si vous voulez que votre don soit doublé par moi qui le match, qui fait un don équivalent, faites-leur un don et envoyez-moi ça sur Facebook ou Instagram ou whatever, et je vais faire un don équivalent. Donc maintenant, regardons cette course. Alors, regardons ça. Donc, on peut voir, comme j'avais mentionné, Mohamed avec la grosse pause. Je vais juste baisser un petit peu l'audio. J'espère que c'est pas trop bruyant. Avec sa pause, les épaules grandes, lui, il doit être stressé à ce moment-là. Quand même, il avait dit qu'il était très stressé avant. Là, il s'approche de la ligne de départ. Là-dedans, il y avait un autre athlète, j'ai oublié son nom, il va sûrement être mentionné dans la course, qui lui aussi essayait de faire un bon temps. Finalement, je pense qu'il a fait sub 13 ou tout juste très près de sub 13, mais sa performance a été éclipsée par celle de Mohamed. Mais dans toute cette bande de coureurs-là que vous voyez, il y en a 2 vraiment qui vont faire la course. Toutes les autres, c'est toutes des lapins. Si je me trompe pas. Je pense que c'était Lopez, Lomong, quelque chose du genre qui était le... Et c'est parti. Regardez juste la vitesse à laquelle ils vont, c'est assez incroyable. Puis ça, c'est pour un 5000 mètres. Followed by Grant Fisher. And then Jaeger. Donc Evan Jaeger, qui était un des pacers, qui est... Je pense qu'il est un pacer assez reconnu, qui fait souvent des jobs de pacing, puis reconnu comme étant très bon. Puis il est lui aussi un très grand athlète. Moi, il clencherait pas mal presque n'importe qui au Québec. Sauf peut-être Charles Philbert-Duto, mais là en ce moment il est blessé, donc peut-être Thomas Fafard. Ouais. Bon, en tout cas, il est très fort. Hein. Donc tous ceux qui sont devant, ou la majorité d'entre eux, c'est des lapins, en anglais des pacers, des fois ils s'appellent pace bunnies ou pace rabbits. Que eux, leur seul job, c'est d'assurer que l'allure est bonne dans la course, bloquer un petit peu du vent, mais c'est surtout vraiment pour... c'est plus mental que physique. C'est juste, ils disent, bon, Mohamed, tu viens derrière nous, tu penses à rien, tu fais juste suivre la personne devant toi, puis suivre la vitesse, tu regardes pas ta montre, rien. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de montre dans cette course, qui ne porte pas de montre, mais ils se font crier leur split à chaque tour, c'est à peu près ça. Puis si on regarde les souliers, je sais qu'il y a eu un peu de controverse parce que là, Nike
ils sortent plein de souliers de track aussi qui sont vraiment boostés, qui apparemment donnent un bon avantage juste pour être comme étant plus efficace. Puis c'est toujours la question, il faut pour qu'un soulier soit légal, selon l'IAF, selon World Athletics maintenant, il faut qu'il soit porté, qu'il soit disponible à tous les athlètes. Donc pas juste les athlètes de Nike qui ont accès au prototype, au tout nouveau prototype. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce soulier pour que ça soit légal. Puis aussi, une petite mention, pendant que j'y pense, c'est drôle, il y a Annie Laperle, qui est une très bonne coureuse, surtout dans les catégories Masters. Elle finit souvent dans les top, je sais pas si première des fois selon la course, top 3 souvent, elle est là. Je veux pas dire n'importe quoi parce que je me souviens pas exactement, mais très bonne coureuse dans la catégorie vétéran, donc 40 ans et plus. Et elle m'a envoyé un message récemment pour me dire que elle connaissait ma prof d'éducation physique au primaire. Fait que là, on a jasé un peu de ça, comme quoi le monde est vraiment petit. Donc, puis elle a dit qu'elle va lui dire. Donc, salut Isabelle, si t'écoutes. C'est quand même drôle, le monde est vraiment petit. Isabelle Couture qui était ma prof au Collège Saint-Louis, qui nous faisait courir pendant beaucoup de cours d'éducation physique au début du cours, et qui organisait une course à la fin de l'année. Puis c'est ça qui m'a donné un peu la piqûre de la course, c'est là que j'ai réalisé enfin que j'étais bon à un sport, parce que j'avais gagné cette course-là, puis je capotais. C'est la première fois que je gagnais de quoi de sportif. Avant, je joke souvent sur ça, que j'ai scoré plus de buts dans mon propre but que dans le but adverse au soccer. Puis au basket, j'étais pas pire, mais quand je jouais avec des kids qui avaient 2-3 ans de moins que moi, j'étais vraiment limite dans l'âge. Puis en tout cas, ils voyaient que j'étais pas trop bon, fait qu'ils me laissaient avec les plus petits, puis là, j'étais pas pire. Mais c'est ça, pour une fois que j'avais trouvé que j'étais doué à quelque chose, c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Puis je discutais, je disais, je sais pas si je me serais mis, je sais pas si je me serais quand même mis à la course quand je suis rendu au cégep avec l'équipe de cross-country. Possiblement que je les aurais rejoints, mais on est certain de rien. Puis une chose est sûre, d'avoir fait cette course-là, puis d'avoir pu voir qu'avec l'entraînement, j'étais capable de rendre un niveau que je pouvais gagner une course. Puis ça, je pense que si j'avais fini 3e ou même top 5, j'aurais été quand même très content. Puis ça m'aurait donné un peu la piqûre, mais d'avoir ça, je pense que ça a quand même eu un impact qui a vraiment solidifié le fait que je voyais que je voulais me mettre en course. Donc, merci Isabelle de m'avoir donné la piqûre. Puis, petite anecdote, j'avais déjà mentionné que j'avais déjà couru contre Mohamed Ahmed. J'ai fait ça au championnat canadien de 5000 mètres l'année passée, en 2019, quand c'était à Montréal. Puis je vais juste avancer un petit peu la vidéo parce que là, je vois que je suis très serré pour me rendre à mon entraînement. On va se rendre tout de suite au bout de plus intéressant. Mais c'est ça, je me souviens, il avait commencé, c'était lui, on était parti dans la course, puis là c'était lui, je pense que c'était lui qui menait, puis je me souviens, là on voit 2 lapins qui sont sortis, qui ont arrêté de pacer, puis là je me souviens que j'étais dans la course, et là après 1 kilomètre c'était Mohamed Ahmed qui menait. Et personne veut mener dans une course de championnat souvent parce que personne veut avoir la charge mentale d'être devant puis de faire l'effort si on veut.
Puis je me souviens que la pace avait complètement ralenti. Là, on voit 2 autres lapins qui se tassent pour laisser les coureurs continuer. Puis là, dans le fond, c'est Jaeger qui est, je pense, probablement le meilleur des lapins, qui va rester avec Mohamed Ahmed et Lopez Lomong. Et pour donner le dernier petit effort pour les aider à les amener jusqu'à la fin. Et donc, à 1 km, tu as Mohamed Ahmed qui a comme vraiment mis les freins. Il a vraiment ralenti. Il a fait hey, moi, je m'en fous. Si la pace ralentit, c'est pas moi qui va mener. Ou si vous voulez que je mène, ben, ça va être très lent. Puis à la fin, je vais tout vous avoir parce que c'est moi le plus rapide. Et on voit Lopez Lomong qui quitte. Et là, moi, j'avais fait... bon, c'est trop lent. Puis là, j'avais juste passé tout le monde parce que c'était vraiment lent. Ça avait full ralenti. Fait que dans le droit, j'ai juste dépassé tout le monde puis j'ai mené. Puis je peux dire que j'ai mené pendant 2000 mètres. Non, 1000 ou 2000 mètres. Je pense que j'étais devant lui. Et après ça, il nous a tous clenchés. Lui, il joguait. Je pense qu'il a fait... un petit peu en bas de 14, ce qui est rien pour lui, on réalise aujourd'hui, vu qu'il est capable de faire 12,47. Mais je garderai quand même toujours un peu de fierté de pouvoir dire que j'ai couru devant lui. Et là, on voit l'allure, ça monte encore plus. Cette course-là, leurs 4 derniers tours, c'était extrêmement rapide. Ils ont fait l'équivalent d'un sub 4-minute mile dans le dernier mile. Donc, j'ai déjà discuté dans l'épisode du monde de la course sur l'histoire de la course, à quel point c'était une barrière infranchissable dans le passé, que personne croyait que ça pourrait être franchi un jour. Eux, ils ont fait ça après avoir fait un 3400 mètres à gros effort. Donc c'est fou comment les exploits du passé se font juste défoncer aujourd'hui. Puis ils ont terminé extrêmement rapidement, juste aller chercher leur split à la fin. Essayer de... Je vais mettre ça sur pause, puis essayer de trouver... ils avaient passé... avec 2 laps à faire, ils étaient à 10,50. Donc, leurs 2 dernières laps en bas de 60 secondes. Puis je vous dis, essayez de faire un sub... un sub 60. Ah, voilà. Les 4 derniers tours. Donc, 61.34, 60.31, 59.48, 57.45 pour les 4 derniers tours. Donc, extrêmement rapide. En ce moment, vous les voyez, ils ont l'air d'aller vite, mais ils vont vraiment vite. Et là, on a Mohamed Ahmed qui a vraiment commencé à mettre un gap sur Lopez Lomong. Lui, il était soufflé parce qu'il fait déjà une performance de fou. Je pense qu'il a fait un record personnel aussi. 600 mètres à faire. Donc là, on est dans en ce moment, il va faire un cours de 50... complète un tour de 59 secondes. This is what it's like for Ahmed running in Canada. He has a lot of races like this where he is on his own. And he is looking strong with là, on entend la cloche qui sonne. Puis c'est là qu'il va rentrer un 57. Là, vous voyez, regardez sa forme, c'est ça que ça a l'air quelqu'un qui court un 57. Toute une foulée quand même. Là, tu regardes les jambes qui balance. C'est assez beau à voir. Là, il est en train de donner tout ce qu'il peut. Après, à ce moment-là, c'est sûr qu'il sait qu'il fait un record canadien, mais c'est de savoir à quel point. Il se dit peut-être qu'il veut essayer de faire en bas de 12,50, je pense, à ce moment-là. Oh, on voit qu'il force. On voit qu'il fait. Lopez Lomong around as Ahmed comes down with a flurry. That last lap was a 60. He's gone 61, 60, 60. Coming to the finish. What's the number going to be for Mohamed? 12:47, destroying his old Canadian record. Destroying. And here comes Lomong. Let's see if he can get through. It's going to be a sub 13. Ouais.
Fait que Lopez Lomong qui fait un petit sub 13. Faire sous 13, c'est incroyable. C'est vraiment tout un exploit. Mais c'est un peu éclipsé. Si Mohamed Ahmed n'avait pas fait sous 13, je pense que ça aurait fait quand même les nouvelles juste de Lopez qui a fait un sub 13. Mais là, franchement, toute une performance de Mohamed Ahmed. Il y a beaucoup de monde qui disent que là, ça va être. En tout cas, puis c'est pas juste les gens qui disent ça, je pense moi aussi ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner aux prochains Olympiques. On se souvient, lui avait eu, je pense, le bronze au championnat du monde, qui était la première médaille de bronze pour un coureur de distance canadien, je crois, si je me trompe pas. Et donc, il est vraiment en train de mettre le Canada sur la map. Et lui, dans le fond, pourquoi est-ce qu'il était à ce meet-là? C'est parce que, dans le fond, lui, il s'entraîne avec l'équipe... mon Dieu, j'ai oublié leur nom 2 secondes. C'était au Intra-Squad Meet 2 de Portland. Mais il s'entraîne avec le groupe... J'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose... ah oui, Bowerman Track Club, maintenant ça me revient. Donc, qui est tout un club, que maintenant, je pense que c'est le plus gros club depuis que le Nike Oregon Project a été démantelé avec le scandale de Alberto Salazar. Mais donc, lui, il s'entraîne beaucoup avec eux, mais c'est quand même un coureur qui représente le Canada. Et vraiment, honnêtement, il y a des bonnes chances pour des médailles, pas juste de bronze ou d'argent, mais peut-être même d'or aux prochains Olympiques. Donc c'est vraiment le fun de voir un Canadien de coureur de distance qui performe c'est ça, qui performe, ça nous donne des espoirs olympiques. Là, il faut que je file parce que je vois l'heure qui file. Je pense que je vais être un petit peu en retard à mon entraînement, mais je vais prévenir mon coach, puis je vais essayer de pédaler vite en vélo. Mais bref, merci d'écouter. Si vous avez des commentaires à dire, des petits scoops, n'hésitez pas. Ça se peut que je les ai déjà, vos scoops, mais ça se peut que je les ai pas. Puis je préfère me le faire dire 20 fois que de simplement pas le savoir puis pas le dire. Alors, n'hésitez pas, shootez-moi un message sur Facebook ou sur Instagram. Puis je vous remercierai pour cette information, de vos expériences, que ce soit des cas rouges ou n'importe quoi. Si vous avez le prochain scoop en termes de courses annulées, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, si vous faites un don pour la clinique juridique Saint-Michel, je vais matcher votre don. J'avais dit jusqu'à concurrence, je sais pas ce que j'avais dit, mais là je dis c'est 200$. Donc je suis prêt à donner jusqu'à 200$ au total. Donc si vous faites si j'ai 20 personnes qui font un don de 10$, ben moi je vais faire 20 dons, je vais faire un don de 200$ pour matcher tout ça. Puis c'est cela. Donc merci beaucoup d'écouter et sur ce, bonne course. On espère d'avoir des courses bientôt. À la prochaine. Juste une petite update, je viens de revenir de mon workout. On a fait 3 fois 1100 mètres, un peu allure de course, race pace, si on veut. Puis c'était le fun, on faisait un petit challenge, on faisait des petits groupes. Puis le gagnant, c'était les 2 premiers de chaque vague, s'affrontaient en style tournoi un peu pour voir qui gagnerait. Puis j'ai remporté mes 2 premières vagues, puis à la fin, c'était pour... rendre ça un peu plus spice things up, pour rendre ça plus épicé. Le coach a mis 2 équipes d'athlètes qui se relayaient contre moi, fait que c'était 2 équipes de 2 athlètes qui faisaient chacun 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres. Donc j'avais Daniel Kelly, Kurt Soderstrom, je pense que c'était eux 2 qui étaient en équipe contre Olivier Robert-Arjon et Arnaud Franchini. Je me souviens plus lesquels exactement étaient ensemble, mais bref, ces 4-là se relayaient en formant 2 équipes qui s'échangeaient chacun le relais à tous les 400 mètres. Et finalement, ils m'ont eu... j'ai terminé dernier parmi ça, mais de pas très loin. Enfin, j'essayais d'aller chercher Olivier. Mais bref, à la fin de la pratique, je jasais avec Mélanie.
Et apparemment, que le marathon de Toronto est annulé. J'ai vérifié, c'est bel et bien le cas. Je pense que ça s'est passé pendant que j'enregistrais cet épisode. Donc, vous pouvez voir que même quand je savais pas, je me doutais que ça s'en venait. Et ça s'est s'en venu. Je pense qu'ils ont vu que le marathon de Chicago l'annonçait. Et sûrement qu'ils attendaient la fin de semaine pour finaliser leur décision. Puis le lundi, ils ont sorti ça. Donc, pas de marathon de Toronto. Selon moi, pas de grosses. Le problème, c'est les grosses courses populeuses. C'est trop difficile à gérer. Mais je pense quand même qu'on aura peut-être des petites courses. Mais ça va vraiment dépendre de l'organisation des villes. Si les villes, les maires ont le courage politique de quand même accepter, évidemment, en étant certain que des conditions seront bien mises en place pour que ça se passe bien les événements. Mais faites pas confiance, je vous dis, aux événements de plus de 2000 personnes. Les chances sont que ça se fera annuler. C'est ça, je pense que les inscriptions sont remises aux années précédentes, mais c'est un peu dommage, mais on s'y attendait. Donc, sur ce, pour de vrai, bonne course dans cette chaleur.